fonctionne. Il dit que c'est bon. Et on se met où pour commencer? On se met tous là-bas, Prisca? Non, je pense qu'il va introduire. Ouais, c'est bon. Et puis, t'as des paroles. Bonsoir à tout le monde. J'ai le plaisir de vous accueillir ici à l'occasion de cette conférence. Je vous accueille de la part des laboratoires d'astrophysique de l'EPFL et des éditions Quanto. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Gianfranco Bertone, qui est professeur à l'Université d'Amsterdam. Il est aussi directeur des consortiums européens de physique des astroparticules théoriques. Voilà. Donc, il va nous raconter des choses merveilleuses sur l'astronomie multimessagère. C'est une nouvelle branche d'astronomie. Vous allez apprendre quelque chose autour de ça. Mais à l'EPFL, dans ce laboratoire d'astrophysique, on participe dans ce développement récent. Vous pouvez noter, il y a deux vidéos à gauche et à droite. C'est deux observatoires des futurs qui sont en train d'être construits maintenant et on participe dans la construction et après on va participer dans la prise des données. À gauche, l'observatoire s'appelle Square Kilometer Array. Donc c'est l'observatoire radio qui perçoit le signal radio comme le signal qu'on perçoit avec les portables, mais les sources astronomiques nous envoient aussi les signaux radio. Et puis à droite, là, c'est l'observatoire qui s'appelle Cherenkov Telescope Array. C'est l'observatoire gamma, donc elle détecte les rayons gamma. C'est difficile de les décrire comme les photons, ce sont des particules comme des types avec l'énergie qu'on a dans cette machine, l'accélérateur LHC au CERN, oui. Ce sont aussi, disons, dans certains sens, les exemples de ces deux infinis, oui, parce que là, on parle des ondes avec longueur d'onde de peut-être mètres, et là, ce sont les photons avec longueur d'onde qui sont les fractions de la taille de l'atome ou même des noyaux de l'atome. Mais Gianfranco va nous expliquer la physique autour de ça. Oui, donc, et on va avoir une présentation d'abord et puis la session questions-réponses après. Donc si vous avez les questions autour de ça, vous pouvez laisser ça pour la session de discussion après. Oui. Bien, donc on accueille Gianfranco. Bonsoir, c'est un grand plaisir d'être ici à l'EPFL. Merci d'être venus et d'être si nombreux. Et je tiens à remercier aussi mes collègues de l'EPFL et la maison d'édition Quanto EPFL pour cette opportunité. Pour commencer, je vous prie d'excuser mon français. J'ai appris votre belle langue quand j'étais un jeune chercheur à Paris, mais ça fait 15 ans que je ne la parle plus, donc j'espère que vous me pardonnerez si de temps en temps je me trompe. Cet après-midi, je voudrais vous parler de 4 mystères cosmiques, de 4 mystères peut-être les plus grands de l'univers. Nous parlerons de formes mystérieuses de matière et d'énergie, et nous allons parler de lieux et d'événements où les lois de la physique s'effondrent et qui restent entourés dans un nuage d'incertitude et de mystère. Maintenant, le point important de ce que je vais vous raconter, c'est que tous ces mystères semblent avoir quelque chose en commun, car ils sont tous issus de l'observation de l'univers aux plus grandes échelles, mais ils semblent plonger leurs racines dans un microcosme qui est gouverné non par la gravité, mais par la physique quantique, la physique du microcosme. Et en tant que tel, ils semblent relier l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et je vais essayer de vous montrer comment, et André a un peu parlé de ça déjà, comment une nouvelle branche de l'astronomie multimessager, et en particulier l'astronomie des ondes gravitationnelles, va nous permettre pourrait détenir les clés pour percer ces mystères et donc établir cette connexion entre infiniment grand et infiniment petit. Et pour parler de ça, je voudrais commencer ce voyage
par les mots prononcés par l'astronaute d'Apollo 16, Charlie Duke, en avril 1972, au retour d'une promenade sur la Lune. Il dit « ça sent la poudre à canon ». Il parlait de la fine poussière qui recouvre la surface lunaire. Elle s'était collée à sa combinaison spatiale. Et quand il était rentré dans le cockpit d'Apollo 16, cette poussière avait envahi le cockpit et était rentrée dans ses narines et dans sa bouche. Donc, Charlie Duke, comme presque tous les astronautes, était un militaire, donc il connaissait très bien l'odeur de la poudre à canon. Si vous, comme moi, ne connaissez pas quelle est l'odeur de la poudre à canon, sachez qu'un autre astronaute, Buzz Aldrin, que vous voyez dans cette photo, a comparé l'odeur de la Lune à celle du charbon brûlé. Il dit comme des cendres humides dans une cheminée. Donc vous pouvez faire l'expérience, et l'odeur de ça, c'est l'odeur que les astronautes perçoivent sur la Lune. Maintenant, vous vous dites peut-être qu'est-ce que la poudre à canon a à voir avec les dernières découvertes de l'astronomie. Vous voyez, cette phrase est intéressante à mon avis parce qu'elle nous force à réfléchir sur quelque chose que nous tenons toujours pour acquis. Et c'est que la seule façon dont nous pouvons observer directement l'univers, c'est à travers nos yeux, de tous les sens. Vous me direz, ce n'est guère surprenant, nous ne pouvons pas les toucher ou lécher les astéroïdes, les planètes, etc. Et les sons et les odeurs ne se propagent pas sur des distances cosmiques. Oui, c'est vrai, mais le fait que nous puissions voir l'univers est moins anodin qu'il puisse sembler. D'une part, il est vrai que l'œil humain est un organe que, dans quelque sens, est fait pour voir les étoiles. Les yeux sont des organes qui sont développés, qui ont évolué sur des centaines de millions d'années pour analyser le type de lumière qui est la plus abondante sur Terre, qui est celle de notre étoile, le Soleil. Et donc, ce qu'on appelle la lumière visible, c'est justement la lumière qui est la plus abondante sur Terre, c'est où le spectre émis par le Soleil a son maximum. En revanche, seulement une civilisation qui, comme la nôtre, a évolué sur la surface d'une planète à l'atmosphère suffisamment transparente peut facilement voir le cosmos et commencer à s'interroger sur lui. Pensez à des formes hypothétiques de vie sur Vénus, par exemple, qui est entourée constamment d'une épaisse couche de nuages, ou bien des formes de vie sur Europa, le satellite de Jupiter, proliférant dans les profondeurs d'un océan gelé et inconscient des étoiles qui sont dans le ciel. Vous pourriez faire comme l'avaient fait Asimov et Silverberg dans le conte de science-fiction Nightfall. Je pense qu'en français, c'est « Quand les ténèbres viendront », où il y avait une civilisation qui évoluait sur une planète qui avait plusieurs soleils. Et donc, les gens qui vivaient sur cette planète n'avaient pas aucune idée du fait qu'il y avait des étoiles qui étaient cachées en pleine vue dans le Soleil. Et laissez-moi ouvrir une petite parenthèse là. Vous savez jusqu'il n'y a pas très longtemps, on a pu profiter de la merveille du ciel nocturne presque chaque nuit. Ce n'est plus le cas. La pollution lumineuse et les satellites artificiels qui sont de plus en plus nombreux, vous voyez les traces des satellites sur cette image, qui sont déjà plusieurs milliers de satellites artificiels qui vont bientôt être des dizaines de milliers, risquent d'empêcher de plus en plus l'observation du ciel nocturne. Et je crois que nous avons le droit d'observer le ciel nocturne, qui est un patrimoine commun de l'humanité, et aussi le devoir de le protéger et de le préserver pour les générations futures. Mais revenons donc à l'observation du ciel. Donc on a parlé de l'observation du ciel à l'œil nu. La première grande révolution en astronomie a été la construction des télescopes. Grâce aux télescopes, on a commencé à collecter et amplifier cette lumière, la lumière visible,
à travers des miroirs et des lentilles. Et grâce à ces télescopes, nous avons pu commencer à observer des objets de plus en plus lointains. Le centre de notre galaxie, des galaxies lointaines, des amas de galaxies, etc. Donc, c'était à partir du XVIIe siècle. La deuxième grande révolution est la révolution qui s'est produite dans le XXe siècle, parce que vous savez, l'œil humain, André nous parlait de ça tout à l'heure, l'œil humain ne peut voir qu'une petite fraction de la lumière de l'univers. La lumière n'est qu'une onde, une onde électromagnétique, et nous appelons les petites différences d'énergie de ces ondes électromagnétiques que nous percevons avec nos yeux, nous les appelons couleurs. Donc voilà, dans cette image, vous voyez quelle est la longueur d'onde du rouge, donc jusqu'à 740 nanomètres, et la longueur d'onde du violet, qui est à partir de 380 nanomètres. Donc vous voyez, nos yeux perçoivent des énergies de la lumière qui, donc du violet ou au rouge, c'est juste un facteur 2 en énergie. Mais il y a des ondes électromagnétiques qui ont une énergie des centaines de milliers, des millions de fois beaucoup moins grande et beaucoup plus grande que ça. Et la grande révolution du XXe siècle, c'était justement d'apprendre à observer les couleurs de l'univers qui sont invisibles à nos yeux. Si vous voyez là, par exemple, là c'est un exemple d'une galaxie qui est observée dans la lumière visible au centre, ce qu'on appelle optical. Et puis, si on regarde tout à gauche, radio, donc les ondes radio avec une énergie dans ce cas-là une centaine de fois moins grande que le rouge. Et dans le cas des rayons X, on parle d'une énergie qui est 100 fois plus importante, plus grande que celle de la lumière visible. Et au fur et à mesure que des nouvelles technologies devenaient disponibles, des nouvelles fenêtres s'ouvraient dans l'univers. Et nous avons pu donner des réponses scientifiquement solides à certaines des questions les plus profondes que l'humanité se soit jamais posées. Qu'est-ce que l'univers? D'où viennent les éléments chimiques qui composent notre corps? Comment les étoiles et les planètes se sont formées? Mais en même temps, ces progrès scientifiques extraordinaires ont ouvert un autre horizon sur un univers inattendu, contenant des formes énigmatiques de matière et d'énergie. Nous allons les rencontrer bientôt dans notre voyage, la matière noire et l'énergie noire, et sur des événements et des lieux de l'univers où les lois de la physique, comme je le disais, s'effondrent. On va parler en particulier de Big Bang et de trous noirs. C'est dans cette situation de doute et d'incertitude, il y avait des mystères qui sortaient partout à chaque fois qu'on observait et qu'on ouvrait des nouvelles fenêtres dans l'univers. C'est dans cette situation d'incertitude et de doute que le 11 février 2016, la première détection directe des ondes gravitationnelles a été annoncée. Donc, c'était la fusion de 2 trous noirs, et c'est une nouvelle qui a explosé comme une bombe dans la communauté scientifique et qui a immédiatement gagné à ces 3 pionniers le prix Nobel de la physique en 2017. De quoi s'agit-il? En 2 mots, nous savions depuis Einstein que l'espace et le temps ne sont pas des entités séparées, mais qui forment un continuum à 4 dimensions qu'on appelle espace-temps. Et ce que Einstein nous a appris, c'est que la gravité, la force de gravité, c'est une manifestation de la courbure de cet espace-temps. Ils peuvent se encourber en présence de masse dans l'univers. Ce que nous avons appris très récemment, c'est que cet espace-temps peut être secoué par des événements astronomiques, en particulier lors de la coalescence et la fusion de 2 trous noirs. Et pour comprendre l'importance de cette nouvelle astronomie, pensez à un tremblement de terre. Vous ne pouvez pas voir la rupture dans les roches qui engendre le tremblement de terre. Donc, si vous n'aviez d'autres informations, vous ne sauriez jamais ce qui se produit à l'intérieur de la Terre. Mais vous pouvez percevoir les vibrations produites par cette rupture dans le sol. Et si vous êtes géologue, vous pouvez même reconstruire la position de cette rupture, l'énergie dégagée, etc.
C'est pareil dans le cas des ondes gravitationnelles. Comme le sol est secoué par les ruptures dans les roches, l'espace-temps peut être secoué par des objets astronomiques. Et comme les vibrations produites par ces ruptures se propagent dans le sol, ces vibrations produites lors de la fusion des trous noirs, par exemple, peuvent se propager dans l'espace-temps jusqu'à nous, et donc nous informer sur des événements qui resteraient sinon hors de notre portée. Ça n'a pas été facile de détecter les ondes gravitationnelles. Et en fait, la détection directe des ondes gravitationnelles a marqué la conclusion d'une très très longue quête qui a commencé par Einstein, qui était le premier à parler de ondes gravitationnelles, mais qui a confondu Einstein lui-même. Et je voudrais vous raconter une petite anecdote. En 1936, Einstein, qui avait proposé l'existence des ondes gravitationnelles 20 ans auparavant, après de longues discussions avec son assistant Rosen, acquiert la conviction que les ondes gravitationnelles ne peuvent pas exister. Donc il rédige un article, il l'envoie à la Physical Review pour publication, et suivant la procédure habituelle, l'éditeur de la revue transmet anonymement l'article à un expert pour qu'il le vérifie. Et cet expert identifie un nombre de problèmes dans l'article. Il dit que cet article ne peut pas être publié, il n'est pas correct. Einstein ne le prend pas bien. Donc il écrit une lettre enflammée à l'éditeur de la revue. Il dit « Cher monsieur, monsieur Rosen et moi-même, vous avions adressé notre manuscrit pour publication et nous ne vous avions pas autorisé à le montrer à des spécialistes avant son impression. Je ne vois aucune raison de répondre aux commentaires, d'ailleurs erronés, de votre spécialiste anonyme, et sur la base de cet incident, je préfère publier l'article ailleurs. » Voilà, ça a aussi été Einstein, mais en réalité, Einstein aurait dû lire attentivement les commentaires de cet expert, parce que les objections de cet expert étaient fondées. L'expert, nous savons aujourd'hui qu'il s'agit de Robertson, a démonté l'argument d'Einstein en montrant qu'il n'avait aucune signification physique. Donc Robertson en parle avec Rosen en parle avec Einstein, et quand Einstein finalement il arrive à comprendre l'erreur, il est décontenancé. Donc lors d'une présentation au célèbre Institute for Advanced Studies, il présente une version modifiée de ses calculs, et il dit si vous me demandez si les ondes gravitationnelles existent ou non, je dois admettre que je ne le sais pas. Mais c'est un problème très intéressant. Donc il reste ouvert à cette possibilité. Peu après, il corrige son article, qu'il avait entre-temps envoyé à une autre revue, et en modifie les conclusions. Les ondes gravitationnelles, affirme-t-il, existent bel et bien. Donc vous voyez, c'est pas, on donne pour acquis souvent ces grandes découvertes, mais ça n'a pas du tout été évident d'abord de construire la théorie des ondes gravitationnelles et ensuite de tester ces théories. Donc voilà, avec ça, je voudrais finir la toute première partie de cette présentation pour récapituler. La détection d'ondes directes des ondes gravitationnelles marque pas seulement la fin d'une longue quête, mais aussi le début d'une nouvelle ère en astronomie, car cela nous permet d'observer des événements qui resteraient sinon toujours enterrés dans les ténèbres et à jamais hors de notre portée. Et c'est un peu comme si, après avoir exploré toutes les couleurs de l'univers, l'humanité développait de nouveaux sens pour connaître l'univers. Et comme le toucher, l'odorat, lui, nous donne des informations sur la réalité qui nous entoure, les ondes gravitationnelles nous donnent des informations sur l'univers profond. Ce que nous allons faire dans la deuxième partie de cette présentation, c'est d'explorer ces 4 grands mystères dont on a parlé, et nous allons voir comment les ondes gravitationnelles peuvent nous aider à les résoudre en reliant l'infiniment grand et l'infiniment petit. Nous allons parler d'échelles de temps et d'espace qui sont peut-être difficiles à visualiser pour des non-spécialistes, en fait pour des spécialistes aussi. Mais pour vous montrer comment est difficile
de parler de ces grandes distances. Si je vous dis que la taille d'une galaxie est de 1000 milliards de mètres, c'est difficile à visualiser ce que cela signifie. Donc, je suis un physicien théoricien, donc je ne peux pas construire quelque chose qui puisse vous démontrer les échelles de l'univers, mais je peux vous aider à entraîner votre imagination pour construire une intuition de ce qu'il y a dans l'univers. Et on va le faire par analogie avec le système de l'astronomie, de la cosmologie ancienne. Vous savez qu'il y a 9 sphères qui décrivaient le contenu de l'univers. Donc il y avait 5 sphères qui étaient associées aux planètes connues à l'époque, puis le Soleil et la Lune, et puis les étoiles fixes, et puis il y avait un cercle extérieur qui était, en latin, était appelé le primum mobile, d'où le mouvement de toutes les autres sphères provenait. Nous allons faire quelque chose de pareil. Ça n'aurait pas évidemment de sens d'associer une sphère à chaque objet astronomique qu'on connaît aujourd'hui. On en connaît des millions, des dizaines de millions. Donc, ça ne serait pas très utile de faire ça. Mais nous allons faire quelque chose d'un peu différent. Nous allons construire 9 sphères concentriques. Et à chaque fois, on va multiplier la taille de cette sphère par un facteur 1000. Donc, nous commençons par la sphère numéro 1, qu'on pourrait appeler la sphère de l'humanité. Elle contient tout ce que nous voyons dans la vie de tous les jours, les villes, les lacs, les océans, les montagnes, etc. Voilà, pas mal de montagnes. Mais aussi une très grande majorité des êtres humains, 90% de l'humanité vit à une altitude inférieure à 1000 mètres. Et, enfin, on peut en discuter, mais pour le moment, cette sphère, c'est le seul endroit dans l'univers où nous sommes sûrs que la vie existe. Okay? À l'exception d'une toute petite couche, une petite partie de la deuxième sphère, le seul endroit dans l'univers où nous sommes sûrs que la vie existe. On passe donc à la sphère numéro 2, et donc on passe de 1000 mètres au-delà de la surface de la Terre à 1 million de mètres, okay? 1000 kilomètres. Et dans cette sphère numéro 2, le paysage devient un peu moins familier. Nous trouvons les sommets des montagnes les plus élevées du monde, les nuages, les routes des avions, mais aussi la station orbitale, station spatiale internationale, et la limite de l'atmosphère que nous respirons. Donc on pourrait l'appeler la sphère de l'air. La sphère numéro 3, on pourrait l'appeler la sphère de la Lune, parce que nous arrivons, en multipliant à nouveau par un facteur 1000, 1 milliard de mètres, nous allons trouver les satellites artificiels, tous les satellites artificiels dont je vous parlais tout à l'heure, que l'humanité utilise depuis des décennies pour communiquer, s'orienter, surveiller le climat, etc. Et ainsi que des millions de débris spatiaux de différentes tailles. Et on y trouve aussi l'orbite de la Lune. On va aller vite à la sphère numéro 4. J'essaie d'arriver aux échelles de longueur qui sont importantes pour comprendre les 4 mystères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans la sphère numéro 4, vous allez élargir votre regard sur toutes les planètes les plus proches du système solaire, donc Mercure, Vénus, Mars, mais aussi le Soleil, donc vous pourrez l'appeler la sphère du Soleil. Et c'est à cette échelle que les conséquences d'une loi de la physique qui sera très importante pour la suite de notre voyage commencent à se manifester de façon évidente, qui est le fait que la lumière voyage à une vitesse élevée, mais finie, et rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Quand vous regardez le Soleil, la lumière prend 8 minutes pour nous atteindre. Donc, on va aller sur des distances astronomiques. Déjà, dans la sphère numéro 4, nous voyons que le fait que que la vitesse de la lumière soit finie est importante parce que quand nous regardons loin d'un univers, nous regardons dans le passé. D'accord? Et nous allons voir les conséquences de ça dans les prochaines sphères.
On passe donc à la sphère numéro 5 et on va inclure toutes les planètes. Et les planètes, et puis les planétoïdes, et les satellites naturels, les astéroïdes, ainsi que les objets les plus lointains que les êtres humains ont construits, sont des sondes Voyageurs 1 et 2, qui ont été lancées il y a plus de 40 ans et qui sont toujours en activité. On continue, on reste en communication avec ces sondes. Passons donc à la sphère numéro 6. Voilà, on en a déjà fait 6 sur 9, et c'est la première fois que nous rencontrons d'autres étoiles. Okay? Nous incorporons environ 5000 étoiles dans cette sphère, chacune avec son ensemble de planètes. Vous savez que presque toutes les étoiles, probablement, ont leurs planètes. On connaît déjà 5000 planètes autour d'autres étoiles. Donc, au-delà du système solaire, on a observé les traces de ces exoplanètes, de planètes autour d'autres étoiles. Et c'est dans cette sphère, parmi toutes ces étoiles, qu'on observe le premier mystère, qu'on trouve le premier mystère dont je vous ai promis que je vous parlerai, c'est le mystère des trous noirs. Okay? Parmi ces milliers d'étoiles, il y a très probablement des centaines de trous noirs, des astres qui se sont effondrés sous leur propre poids et dont il ne nous reste qu'une aura gravitationnelle pure, comme le physicien John Wheeler dit dans les années 70. Il s'agit vraiment, véritablement d'un trou dans l'espace-temps, d'où rien, même pas la lumière, peut s'échapper. Et nous avons de la chance de vivre en cette époque extraordinaire où nous avons finalement pu observer des trous noirs. Et cette image a été visualisée par une très grande partie de l'humanité et constitue la première photo que nous avons pu prendre d'un trou noir. Vous l'avez vu, je suis sûr, et c'était sur les premières pages des journaux de tout le monde. En particulier, la première image qui a été produite est l'image du trou noir au centre d'une galaxie qui s'appelle M87. Il s'agit d'un véritable monstre avec une masse énorme, de milliards de fois de la masse du Soleil, et avec une taille qui est comparable à celle de l'entier système solaire. Alors, peu après avoir obtenu des preuves indirectes de l'existence des trous noirs, dans les années 70, le physicien Stephen Hawking, que vous connaissez sans doute, a inauguré l'utilisation des trous noirs comme des laboratoires de physique théorique. Car c'est autour de ces objets inconcevables que la physique quantique rencontre la relativité générale d'Einstein, et donc la force de gravité. L'une des contributions les plus importantes de Hawking a été celle que nous appelons la radiation de Hawking. Donc, en étudiant le comportement des champs quantiques autour des trous noirs, Hawking démontra que, contrairement à ce que l'on croyait, les trous noirs devraient émettre une radiation qui soustrait de la masse et de l'énergie au trou noir, jusqu'à conduire en principe à son évaporation. Et dans son style inimitable, Hawking dit les trous noirs ne sont pas des prisons éternelles comme on a pu le penser. Si vous sentez que vous êtes pris dans un trou noir, n'abandonnez pas, il y a une voie de sortie. C'est une des raisons parce que tout le monde aime Hawking. Il y avait cette profondeur de pensée, mais aussi très grande humanité, cette façon presque poétique de parler de sujets si difficiles et si techniques. Mais ce n'est pas tout, et donc je voulais parler d'une autre possible connexion sur laquelle on travaille en ce moment. Nous avons récemment découvert que des enveloppes de particules ultra légères pourraient se former autour des trous noirs en rotation. C'est une hypothèse, encore, on ne sait pas si elle est vraie ou pas, mais il y a cette idée, il y a des théories qui prédisent l'existence de particules ultra légères. Pour ceux qui sont un peu familiers avec ces échelles, il faut penser à des particules qui auraient une masse de 20, je vous le dis en termes techniques, peut-être quelqu'un les aidera, 10 puissance moins 20 électronvolts.
Donc, parmi ceux qui connaissent un peu, ça évoque vraiment une échelle de masse ultra, ultra petite, beaucoup plus petite que toutes les particules que nous connaissons. Donc, s'il est vrai que ces particules existent, on devrait pouvoir observer ces nuages, ces atomes gravitationnels qui se forment autour des trous noirs et qui peuvent atteindre la taille de plusieurs millions de kilomètres en principe. Et donc, dans mon équipe de recherche à Amsterdam, on étudie précisément ce type de système. Nous faisons en ce moment des prédictions pour ce que les futures missions spatiales comme le LISA, le Laser Interferometer Space Antenna, qui va être lancé dans une dizaine d'années, pourraient observer si ces objets existaient vraiment dans l'univers. Et en particulier, nous étudions ce qui se produit quand il y a un objet, un autre trou noir, autour du grand trou noir avec cet atome gravitationnel autour. Quel type d'onde gravitationnelle est produit lorsque de la fusion des trous noirs. Donc, en relativité générale, selon la théorie d'Einstein, on arrive à décrire la fusion de ces trous noirs avec une très grande précision. Ce qu'on essaye à comprendre, c'est si on peut arriver à détecter de façon indirecte la présence de ces objets, de ces atomes gravitationnels, en regardant la signature, l'empreinte que ces atomes gravitationnels laissent sur la forme d'onde gravitationnelle. Passons donc à la sphère numéro 7. Et dans la sphère numéro 7, nous englobons toute la galaxie dans laquelle nous vivons. Un disque extraordinaire de gaz et d'étoiles qui contient environ 100 milliards d'étoiles. On l'appelle Voie lactée, c'est l'ancien nom de cette bande lumineuse que nous voyons dans le ciel nocturne. Et ça peut sembler évident aujourd'hui, mais ce n'est qu'au début du XXe siècle, donc il y a 100 ans environ, que nous avons compris qu'il s'agissait d'un système d'étoiles en rotation autour d'un centre commun. Mais alors la question se pose, et s'est posée pendant longtemps, qu'est-ce qu'une galaxie? Alors si vous avez posé la question jusqu'aux années 70 à un astronome, il vous aurait montré une image de ce type-là. Ça, c'est la galaxie de Andromeda, M31, qui est c'est la galaxie sœur de la Voie lactée, de la galaxie dans laquelle nous vivons, et qui a à peu près la même taille et la même masse et la même forme aussi que la Voie lactée. Donc ça, c'était une galaxie jusqu'aux années 70. Si vous posez la même question à un cosmologue aujourd'hui, il vous dira que oui, il y a des étoiles, il y a du gaz, mais cette étoile et ce gaz se trouvent au centre d'une grande distribution de matière noire. Okay? Donc celle que vous voyez là, c'est une simulation numérique. Nous n'observons pas la matière noire, mais à chaque fois que nous regardons dans l'univers, autour des galaxies, dans les amas de galaxies, même dans le fond diffus cosmologique, à chaque fois, nous trouvons les traces d'une forme de matière qui n'est pas dans la forme d'atomes, comme tout ce qu'on voit autour de nous, et même avec les télescopes les plus puissants, mais qui est une forme de matière inconnue. Donc nous ne pouvons pas voir cette matière directement avec nos télescopes, car elle n'émet pas de la lumière, c'est pour ça qu'on l'appelle matière noire. On trouve des traces partout, et je voudrais vous parler, au moins vous montrer le nom de cet astronome qui est très connu dans mon domaine de recherche, il s'appelle Vera Rubin, qui est parmi les astronomes qui ont trouvé pour la première fois les traces de cette matière noire dans les halos galactiques. Et juste pour dire deux mots du type d'expérience qu'on fait pour en conclure que la matière noire doit exister, si le disque de gaz et de matière, dans ce diagramme, vous voyez la vitesse de rotation en fonction des étoiles et du gaz, en fonction de la distance du centre de cette galaxie.
s'il n'y avait que le gaz et que les étoiles dans les galaxies, la vitesse de rotation devrait suivre la ligne où c'est marqué « expected from visible disk ». Okay? Donc c'était ça qu'on s'attendait quand on a commencé à faire ce type d'observation. Mais ce qu'on a trouvé, c'est que la vitesse de rotation est beaucoup plus grande, comme s'il y avait beaucoup plus de masse dans la périphérie des étoiles qui est responsable pour cette accélération, pour cette vitesse de rotation des étoiles. Et puis on a trouvé des traces dans les amas de galaxies. Pour chaque observation, on pourrait discuter longtemps, mais est-ce qu'on est sûr qu'on a fait les bonnes observations? Est-ce qu'on est sûr du résultat? Est-ce qu'on est sûr des hypothèses qu'on a faites pour passer des données jusqu'à la conclusion que la matière noire doit exister? Mais le point, c'est que n'importe quel objet astronomique vous considérez, on trouve toujours la même réponse. Il doit y avoir beaucoup plus de matière qu'il y a d'atomes dans l'univers. Et imaginez le choc dans les années 70, quand les astronomes ont découvert ça. Il y a un groupe en particulier à Princeton, aux États-Unis, où il y avait le Jim Peebles, qui a obtenu le prix Nobel pour le modèle cosmologique standard. Il a écrit, excusez-moi, il a écrit avec deux co-auteurs un article en 1974 qui commençait par ces mots. Il y a des raisons de plus en plus nombreuses et précises de croire que les masses des galaxies, donc c'est le sujet de recherche de tous les astronomes depuis les années 20, depuis les années 1920, quand on a découvert qu'il y avait d'autres galaxies dans l'univers. Donc pendant 50 ans, on avait étudié des galaxies. Dans les années 70, les astronomes se rendent compte que les masses des galaxies ordinaires ont pu être sous-estimées d'un facteur 10 ou plus. Donc voilà, personne ne savait plus de quoi se compose l'univers, combien de matière il y avait dans l'univers et de quoi les galaxies et toutes les structures de l'univers étaient faites. Donc voilà, un très très grand problème en astronomie et en cosmologie. Au départ, les astronomes pensaient pouvoir expliquer les effets de la matière noire en supposant des populations d'étoiles faibles dans la périphérie des galaxies, qui se cachaient dans les périphéries des galaxies, ou des immenses nuages de gaz froids et sombres, ou des halos de neutrinos. On avait commencé à travailler sur ces particules qui s'appellent neutrinos, qu'on connaît très bien, qu'on détecte aujourd'hui avec nos télescopes. Mais on s'est vite rendu compte que toutes ces hypothèses étaient incompatibles avec une longue liste d'autres observations. La matière noire, c'était ça la conclusion, ne peut pas être composée d'étoiles, ne peut pas être composée de gaz, ni même d'atomes, ni d'aucune particule élémentaire qu'on connaît. Okay? Je pense qu'il y a vraiment, on est tous d'accord dans la communauté scientifique sur ça. Donc les observations nous obligent à postuler l'existence de nouvelles physiques. Donc pour des cosmologues, l'évidence meilleure que nous avons de l'existence de physique au-delà de nos connaissances dans la physique des particules et en astronomie et cosmologie, c'est l'existence de la matière noire. Quelles sont les solutions au problème de la matière noire? C'est mon sujet de recherche, je pourrais vous parler de ça pendant des heures. Je vais vous épargner ça, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais juste vous dire que si vous regardez, je vais voir si je peux utiliser ça pour... non, malheureusement non. Il y a un pointeur, mais bon, c'est pas grave. Si vous regardez les blobs en bleu, rouge, vert et violet, l'idée c'est que ça c'est ce qu'on appelle un mind map des possibles solutions pour la matière noire.
Et dans ces 4 blobs dont je vous parlais, l'idée c'est d'expliquer la nature fondamentale, la nature ultime de la matière noire avec des nouvelles particules. Ces particules pourraient être des bosons légers, des neutrinos, des particules à l'échelle électrofaible. Donc peut-être que quelqu'un d'entre vous connaît ces termes techniques, mais ce n'est pas très important pour cette présentation. L'idée, c'est de faire des hypothèses sur la nature de la matière noire qu'on puisse tester dans nos laboratoires. Donc c'est ça le grand défi de la cosmologie, c'est de percer ce mystère et d'identifier la nature ultime de la matière noire. Il y a d'autres possibilités, ce n'est pas nécessairement vrai que la matière noire est sous forme d'une nouvelle particule élémentaire. Il est possible que ce soit dans la forme d'objets macroscopiques. Et puisqu'on parlait de Hawking, je dois au moins dire en 2 mots, vous parlez d'une autre possibilité que Hawking aimait beaucoup, celle que la matière noire est composée de trous noirs, mais pas de trous noirs du type dont on a parlé, qui sont la conséquence de l'effondrement des étoiles, mais des trous noirs primordiaux, comme il les appelait, des trous noirs formés au Big Bang. Okay, c'est une théorie très belle, et on essaye de comprendre justement aujourd'hui si cette connexion entre ces trous noirs produits lors de l'univers primordial peuvent expliquer la matière noire dans l'univers. Et je dois aussi dire qu'il y a une minorité de la communauté scientifique qui travaille sur une solution de type complètement différent. L'idée est simple. Quand je vous disais que nous avons les preuves de l'existence de la matière noire, que nous les voyons partout dans l'univers, je le disais dans un contexte très spécifique qui est le contexte de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Donc, l'hypothèse fondamentale, c'est que la gravité se comporte exactement comme Einstein l'a prédit avec sa théorie de la relativité générale, mais il est possible que la théorie ne soit pas complète. Donc c'est peut-être, au lieu de postuler l'existence de nouvelles formes de matière, peut-être il faut travailler sur des lois de la gravité, sur notre description de la gravité. Et c'est ce que nos collègues qui font de la gravité modifiée font. Justement, ils essayent de modifier les lois de la théorie de la relativité générale d'Einstein pour voir s'ils arrivent à reproduire toutes les observations, à expliquer toutes les observations qu'on fait dans l'univers. Le résultat, je vais le dire en 2 mots, si vous êtes intéressé, on peut en discuter plus. Le résultat, c'est qu'on arrive à modifier les lois de la gravité, mais c'est extrêmement difficile à faire. À chaque fois qu'on touche les équations d'Einstein, quelque chose de très mauvais s'est produit dans l'univers. Donc nous détruisons des galaxies et puis plein d'autres choses pas bonnes se produisent. Et en particulier, on arrive avec des théories qui ne sont pas belles à voir du tout. On arrive à expliquer peut-être les observations sur l'échelle des galaxies, des échelles des galaxies. Mais on n'arrive pas à expliquer les observations aux échelles des amas de galaxies et sur les échelles cosmologiques, comme on les appelle. Donc, c'est une possibilité. C'est une minorité de gens qui travaillent sur ça, mais jusqu'au moment où nous trouvons les traces de ces particules de matière noire dans le laboratoire, nous ne serons jamais sûrs que la réponse en termes de matière noire soit la réponse correcte. Okay? Donc, c'est un des grands défis de la cosmologie moderne. En quoi les ondes gravitationnelles pourraient nous aider? Je vous ai promis que pour chacun de ces mystères, je vous parlerai de la connexion avec les ondes gravitationnelles. Imaginez maintenant, je vous ai dit que la relativité générale arrive très bien à faire des prédictions sur les ondes gravitationnelles produites lors de la fusion des trous noirs. Okay? Ça, on le sait faire avec une très grande précision. On peut résoudre les équations d'Einstein pour ce système
et on trouve des formes d'ondes gravitationnelles qui sont des formes d'ondes observées, détectées dans nos interféromètres, qui expliquent très bien ce type de physique de façon extrêmement précise. Pensez donc qu'est-ce qui se produirait s'il y avait de la matière noire concentrée autour de ces trous noirs. Donc nous pouvons faire une petite simulation. Vous allez voir les deux trous noirs qui s'approchent. Normalement, quand ils arrivent à leur point de plus grand, quand ils s'approchent le plus, normalement, ils devraient revenir en arrière. Il y a une toute petite perte d'énergie en termes d'ondes gravitationnelles, mais sinon, ils devraient retourner sur ces grandes orbites d'où ils étaient partis. S'il y a cette densité de matière noire autour de ces objets, l'évolution de ce système et donc la forme d'onde devrait changer complètement. Ce que vous voyez dans cette simulation, c'est qu'il y a un transfert d'énergie du système binaire des trous noirs aux particules de matière noire. Donc il n'y a plus de particules de matière noire dans le système final, et le système binaire et les deux trous noirs se sont rapprochés beaucoup entre eux. Donc si on arrivait à trouver des traces de la signature, l'empreinte de cette matière noire sur les formes d'ondes, on pourrait apprendre quelque chose de très important sur la nature de cette matière noire. C'est une hypothèse, mais je voulais vous montrer sur quoi on travaille en ce moment dans nos laboratoires. Passons donc à la sphère numéro 8. Il n'y en a que 2 qui restent avant la conclusion de cette présentation. C'est la sphère numéro 8. On est sur l'échelle dans une échelle où, dans cette sphère, nous trouvons des milliers de galaxies qui sont regroupées en amas de différentes tailles. Parmi les plus proches se trouve la galaxie d'Andromède, je vous le disais, qui est très similaire à la Voie lactée. Et quand vous regardez la galaxie d'Andromède, vous la voyez, vous pouvez la voir à l'œil nu, en fait. C'est le seul objet astronomique qu'on puisse voir à l'œil nu de notre hémisphère. La lumière que vous voyez est partie de la galaxie d'Andromède il y a 2,5 millions d'années. Okay? Donc vous voyez directement dans le futur, dans le passé. D'accord? Et donc, c'est à cette échelle qu'on voit celle qui est la structure de l'univers, qui est formée d'un réseau de filaments et de nœuds qui entourent des énormes vides cosmiques. Et dans des grands surveys astronomiques sur lesquels les collègues de l'EPFL travaillent, on va justement étudier cette toile cosmique, cette distribution à grande échelle de la matière dans l'univers. C'est à cette échelle que vous voyez qu'on trouve les traces d'une autre forme inconnue de matière, c'est la matière d'énergie qui est l'énergie noire. Qu'est-ce que l'énergie noire? Alors, il faut partir d'abord par ce qu'on a observé, parce que de ça, on est assez sûr. Ce qu'on a observé dans les années 90, c'est que le taux d'expansion de l'univers augmente dans le temps. Donc, l'expansion s'accélère. C'était une grande surprise quand on a observé ça. On ne s'entendait pas vraiment à ce résultat. C'était tellement choquant qu'on est allé voir dans la poubelle des idées abandonnées. On a sorti une vieille idée d'Einstein, qui était celle de la constante cosmologique. Einstein, quand il a écrit les équations de la relativité générale, il ne savait pas que l'univers était en expansion. Personne ne le savait pas, ça n'était pas encore découvert. Et donc, pour stabiliser l'univers, pour faire en sorte que ça n'expande pas, il a introduit
un autre terme dans ces équations, un terme qui est appelé constante cosmologique. Il appela ça l'erreur plus grande de sa vie, parce qu'il aurait pu prédire l'expansion de l'univers au lieu d'essayer de mettre un terme pour reproduire ce qu'on pensait à l'époque que l'univers, la nature de l'univers. Qu'est-ce que c'est l'énergie noire? On ne le sait pas. Mais avant de vous parler de ça, de comment utiliser les ondes gravitationnelles pour comprendre la nature fondamentale de l'énergie noire, laissez-moi passer juste 2 minutes, avant de passer à la dernière sphère, 2 minutes sur quelque chose dont vous avez entendu parler certainement dans des exposés publics ou sur les journaux, le fait que l'univers soit noir, inconnu, à 95%. On dit ça assez souvent. On parle de ça comme un exemple du fait qu'on ne connaît pas grand-chose à l'univers. Mais je voudrais vous inviter à réfléchir sur ce que cela nous dit vraiment sur la nature et le contenu de l'univers. Si je pose la question de quoi est composé l'univers, cette composition que vous voyez là est vraie maintenant dans l'histoire de l'univers et sur des très très grandes échelles. Si vous observez une sphère autour de la Terre et que vous posez la question de quoi l'univers est fait dans cette sphère, vous trouverez qu'elle est faite à 100% d'atomes. Il y aurait des toutes petites traces de matière noire et encore des traces encore plus petites d'énergie noire. Si vous regardez dans une sphère de la taille de notre galaxie, vous trouverez que la matière noire compose 72% de la matière et que les atomes composent 28% de la matière. C'est seulement aux plus grandes échelles que cela est vrai, que l'univers est noir à 95%. Et je crois que c'est important de comprendre ça quand on réfléchit à la nature de la réalité qui nous entoure. Et je voudrais ajouter aussi des considérations sur les échelles de temps qu'on considère, parce que si on regarde l'univers primordial, quand les atomes, comme l'hélium par exemple, sont formés, vous savez que les éléments les plus légers dans l'univers se sont formés dans les 3 premières minutes après le Big Bang. Si vous regardez à cette époque, quand ces éléments légers ont été formés, eh ben la composition de l'univers était à 45% des neutrinos et à 55% des photons. Il y avait des traces d'atomes, des traces de matière noire et encore moins d'énergie noire. Ce qui s'est produit, c'est que ce qu'on appelle la radiation, ces particules relativistes qui existaient dans l'univers, s'y sont diluées très rapidement, et ça on arrive à le décrire avec une précision extraordinaire aujourd'hui. Et quand les grandes structures de l'univers ont commencé à se former à partir de toutes petites fluctuations, la composition de l'univers était à 63% de matière, les neutrinos et les photons ont commencé à disparaître de l'univers ou à être très dilués dans l'univers, et 12% d'atomes. C'est aujourd'hui qu'il est vrai que l'énergie noire compose 72% du budget de la matière et de l'énergie de l'univers. Et si on regarde dans le futur, si on pense au futur, c'est une des propriétés de l'énergie noire, c'est une forme d'énergie qui n'est pas diluée par l'expansion de l'univers. Ce qui est complètement inimaginable. Imaginez d'avoir un volume dans l'univers et que vous augmentez le volume que vous considérez. Et si vous regardez ce qu'il y a dedans, et que vous regardez la densité de ce qu'il y a dedans, la densité, c'est le nombre de particules divisé par le volume. C'est comme un gaz dans un ballon. Si on continue à augmenter le volume en tenant le contenu du gaz fixe, évidemment, la densité décroît. C'est pour toute forme d'énergie et de matière qu'on connaît,
ça c'est le cas. L'énergie noire, non, ne fait pas ça. Par définition, elle ne fait pas ça. Nous avons besoin d'une forme d'énergie qui se comporte comme ça pour expliquer l'accélération de l'univers. Et c'est donc en réfléchissant sur ça qu'on a essayé de trouver des réponses pour la nature fondamentale de l'énergie noire. Est-ce qu'il s'agit d'une forme qui est liée à l'énergie de ce qu'on appelle le vide quantique? Vous savez que le vide en physique classique signifie absence de matière, absence d'énergie. Si vous prenez une bouteille et que vous enlevez l'eau et l'air qu'il y a à l'intérieur de cette bouteille, vous demandez, dans le cas de la physique classique, quelle est l'énergie du contenu de cette bouteille, à ce moment-là, la réponse est zéro. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a rien de matière, pas de matière, rien du tout. Dans le cas de l'énergie quantique, ce n'est pas vrai. Il y a ce qu'on appelle l'énergie du point zéro des champs quantiques, qui est là même quand il y a absence de toute forme de matière. Donc, normalement, en physique, on n'a pas besoin de savoir quelle est de mesurer cette énergie, parce que dans tous les processus physiques, c'est seulement les différences d'énergie qui comptent. Donc, s'il y a une différence, s'il y a une grande énergie du vide, une petite énergie du vide, c'est seulement les différences entre les deux qui comptent. Donc, cette base, cette énergie du point zéro n'est pas importante dans ce que nous faisons. Mais dans le cas de la cosmologie, oui, c'est important, parce que ça rentre dans les équations d'Einstein, cette forme d'énergie, et ça pourrait pousser l'univers à accélérer, donc augmenter le taux d'expansion. S'agit-il de l'énergie du vide quantique? S'agit-il d'un nouveau champ quantique dont nous ne connaissons pas les propriétés? Ou ce qui est responsable de l'expansion de l'univers est peut-être une propriété géométrique de l'espace-temps? Une propriété de l'espace-temps plutôt que du contenu de l'espace-temps. Et on ne le sait pas, on essaie de comprendre tout ça. Il y a des données intéressantes sur le taux d'expansion de l'univers qui ne semblent pas... On mesure le taux d'expansion maintenant avec une très grande précision et des différentes méthodes donnent des réponses différentes. Donc on essaie de comprendre on pourrait expliquer ces différences dans les résultats grâce à des explications de ce type-là. Les ondes gravitationnelles, dans ce cas-là, pourraient nous aider beaucoup parce qu'elles nous donnent à nouveau une nouvelle fenêtre sur l'univers. Nous allons pouvoir mesurer le taux d'expansion de l'univers avec des méthodes complètement différentes par rapport à ce qu'on a utilisé jusqu'à présent. Et on espère obtenir des informations supplémentaires sur l'énergie noire. On arrive à la fin de notre voyage. C'est la dernière sphère dont je voudrais vous parler. Donc, on disait qu'à chaque fois, on regardait, à chaque sphère, on regardait plus loin, mais aussi plus loin dans l'espace, mais aussi plus loin dans le passé. Eh bien, quand on atteint la sphère numéro 9, on atteint les limites de l'univers observable. Pas les limites de l'univers. L'univers pourrait être infini. Mais là, il y a les limites de l'univers observable, car la lumière, pour arriver de cette sphère à nous, a voyagé au cours de toute l'histoire de l'univers. Okay? C'est une lumière qui a été émise 400 000 ans après le Big Bang, dans un univers qui a 14 milliards d'ans. Et je trouve que c'est une image, et j'aime bien conclure sur ça, parce que je trouve que c'est une des images les plus incroyables que la science, que l'humanité ait produit. Nous regardons, c'est une photo, ce n'est pas une simulation numérique. Dans cette image, nous regardons l'univers comme il était quand il était nouveau-né, on pourrait dire. Donc avant que toutes les structures, toutes les étoiles, les galaxies et les planètes se formaient,
l'univers était très homogène, il y avait une distribution presque homogène de matière dans l'univers. Il n'y avait que ces petites fluctuations. Les fluctuations sont de l'ordre d'une part sur 100 000. Donc, c'est des fluctuations toutes petites. Il y a des fluctuations dans l'air de cette pièce, de cette salle, qui sont plus importantes que d'une part sur 100 000. Mais c'est à partir de ces fluctuations qu'on peut, que toutes les structures de l'univers se sont produites. Et comment on le sait? On le sait parce que si on met ces conditions initiales, on les met dans un ordinateur et qu'on demande à l'ordinateur d'évoluer un univers en partant de ces fluctuations, eh bien, l'ordinateur va produire un univers qui est pratiquement identique à l'univers que nous observons. Évidemment, dans l'ordinateur, on ne peut pas résoudre à toute petite échelle, mais quand on parle du type de galaxie qu'on forme, de la distance entre galaxies, de la production d'éléments chimiques, par exemple. Vous savez que donc, il n'y avait que les éléments légers de l'univers, mais si vous suivez, par exemple, un de ces grands globes, vous allez voir qu'à un moment donné, des étoiles vont exploser, et quand les étoiles explosent, ils injectent dans le milieu interstellaire tous les éléments lourds qui participeront à la formation d'autres étoiles, d'autres planètes, et finalement, que nous avons à notre intérieur aussi. Nous sommes le produit de cette évolution de l'univers. Dernière chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, le point fondamental à ce moment-là. Donc on a pu pousser notre compréhension de l'univers où il est maintenant, à un univers homogène avec des toutes petites fluctuations 400 000 ans après le Big Bang. La grande question, évidemment, c'est de comprendre quelle est l'origine de ces fluctuations. Si on arrivait à comprendre d'où viennent ces fluctuations, on pourrait pousser notre compréhension de l'univers à des fractions minuscules de secondes après le Big Bang. Alors, quelle est l'origine? L'hypothèse sur laquelle on travaille en ce moment, c'est que, au début, à l'origine, il y avait un champ quantique, un nouveau champ quantique. Imaginez un champ d'énergie dans l'univers qui agit comme une gravité répulsive. Okay? Donc, on arrive, avec nos équations, à imaginer, à écrire des théories avec cette propriété. Qu'est-ce qui se produit dans ce cas-là? Il y a cette expansion de l'univers, mais à un moment donné, ce champ quantique va se désintégrer. C'est comme les désintégrations des noyaux radioactifs, c'est le même principe. Ce champ quantique se désintègre, mais en étant un champ quantique, il y a toujours une incertitude, donc le temps quand cette désintégration se produit dépend de l'espace et de le temps où cette désintégration se produit. Donc, ces homogénéités seraient expliquées dans le contexte de cette théorie qu'on appelle la théorie de la fluctuation, la théorie de l'inflation cosmique, seraient des fluctuations quantiques amplifiées par l'expansion de l'univers. Les détails sont un peu compliqués, mais ce qui est important, c'est qu'on pourrait arriver à expliquer la présence de fluctuations en combinant l'existence de ce champ scalaire avec l'expansion de l'univers à travers ce processus de désintégration. Ondes gravitationnelles, à nouveau, en principe, on devrait pouvoir détecter, ce n'est pas garanti, mais on pourrait détecter des ondes gravitationnelles produites dans le cours de la désintégration de ce champ quantique, de cet inflaton, comme on l'appelle. Et si on arrivait à faire ça, ça serait une preuve qu'on a compris l'origine de ces fluctuations et donc l'origine ultime de ce que nous observons dans l'univers. Voilà, donc voici notre cosmos. J'espère que ça pourra vous aider à visualiser ces échelles de temps
et de distance. Et en récapitulant, à chaque sphère, nous avons rencontré un des grands mystères de l'univers, et nous avons parlé de comment les ondes gravitationnelles pourraient relier les objets qu'on observe sur les grandes échelles de l'univers avec nos théories qui utilisent la physique quantique pour expliquer l'origine de ces grands mystères. Et donc, nous arrivons donc à la fin de notre voyage entre infiniment grand et infiniment petit. Nous avons parlé de découvertes spectaculaires, de mystères non résolus. Et nous avons même approché l'origine même du temps et de l'univers. Et nous avons discuté les conséquences de cette théorie qui identifie dans les fluctuations quantiques microscopiques l'origine de tout ce qui existe dans l'univers. Mais finalement, et c'est sur ça que je voudrais vous laisser, cette histoire extraordinaire nous parle aussi de nous, ça nous parle de l'univers, ça nous parle de l'infini, mais ça nous parle aussi de nous, ça nous parle de notre curiosité, de notre amour, de notre passion pour la connaissance et de cette aventure scientifique qui est la science, qui nous permet ensemble de consolider nos connaissances et de dépasser, si vous voulez, nos faiblesses individuelles. Ce n'est pas un hasard que j'ai parlé des erreurs d'Einstein. Ce n'était pas pour dire Einstein n'était pas un génie. Bien sûr, il était un génie, il est un des plus grands génies de l'humanité. Mais c'était pour dire que la science va au-delà de ça, même au-delà de ça. Einstein ne croyait pas en l'existence des trous noirs, il ne croyait pas à l'existence, au moins dans un certain moment, dans cette période de sa vie, à l'existence des ondes gravitationnelles, etc. Ensemble, on peut aller au-delà de nos faiblesses individuelles et construire ensemble cette cathédrale du savoir où nous pouvons tous rentrer et pour mieux se comprendre et pour célébrer cette beauté incroyable de l'univers. Et c'est assez incroyable, si vous y réfléchissez. Nous développons des nouveaux sens pour connaître l'univers qui nous a engendrés, pour connaître ses secrets. Et nous sommes des agglomérats d'atomes où cette étincelle de la vie et de la conscience s'est soudainement allumée. Et j'espère que la prochaine fois que vous allez voir les étoiles, vous allez réfléchir à tout ça. Merci. Merci Gianfranco pour cette belle présentation, belle perspective sur ce qu'on comprend ou ne comprend pas dans cette partie de science. On peut ouvrir la session pour des questions entre deux infinis, des plus petites questions aux plus grandes questions sur le plus profond. Oui. Merci. Félicitations pour cet exposé super intéressant. Ma question est relative à ce que vous avez montré à propos du futur de l'univers où il y aura 100% d'énergie noire. Comment va-t-on arriver là et quand? On parle d'échelle de temps cosmologique, donc on parle de milliards d'années. Mais ce que nous allons, si nous pouvions continuer à observer pendant des milliards d'années, nous verrions les galaxies les plus lointaines disparaître derrière un horizon cosmologique. Et dans le futur ultime dont je vous ai parlé, ça va être très difficile pour les cosmologues de créer des modèles cosmologiques. Et c'est à cause du fait qu'on ne pourra même pas observer l'expansion de l'univers. Donc une fois que toutes les galaxies sont passées au-delà de notre horizon cosmologique, nous allons continuer à voir donc nous allons voir les étoiles de notre galaxie, nous allons voir les étoiles des galaxies qui nous sont proches et qui font partie de ce groupe local d'étoiles dont Andromeda fait partie aussi. D'ailleurs, à cette époque, la galaxie d'Andromeda
va se fondre se fusionner avec notre propre galaxie. Mais ça sera difficile pour les cosmologues d'étudier l'évolution de l'univers. Donc, nous sommes heureux d'avoir de la chance pour observer tout ça. Mais toutes les étoiles vont s'éteindre, finalement. Finalement, oui, ça c'est encore sur des échelles encore plus longues. Finalement, alors, je veux mettre ça dans le contexte de la cosmologie moderne. Quand on fait des prédictions de ce type-là, on les fait sur la base de ce que nous connaissons aujourd'hui. Il est fort possible que l'énergie noire, par exemple, comme l'inflaton, c'était un champ qui se désintègre, peut-être le champ qui est responsable de l'énergie noire, c'est aussi un champ qui se désintègre. Dans ce cas-là, on n'aura pas ce problème, on pourra continuer à faire de la cosmologie, mais en quoi ça va se désintégrer, personne ne le sait. Donc ce que je peux vous dire, c'est sur la base de ce qu'aujourd'hui on appelle le modèle cosmologique standard. C'est ça le futur qu'on s'attend pour le cosmos. Je dois dire aussi que jusqu'aux années 50, les physiciens se moquaient des cosmologues. Ils aimaient dire, il y a Lev Landau en particulier, qui aimait dire que les cosmologues sont fréquemment en erreur, mais pas souvent en doute. D'accord? Donc voilà, beaucoup a changé entre-temps, mais il faut placer ce que je dis dans le contexte de ce qu'on comprend aujourd'hui sur l'univers. Une question à propos du Big Bang. Bon, vous dites que l'univers, il est peut-être infini, mais le Big Bang, c'est partout dans l'univers que ça a eu lieu au même instant. Ouais. Lorsque l'énergie est suffisante, le Big Bang part. Maintenant, il y a d'autres univers, disons, des points de départ de Big Bang éloignés relativement, mais il y a des galaxies ou des... Enfin, je ne sais pas si les photons étaient tués dans tous les univers tels que c'est dans le nôtre, à cause des 400 000 ans entre la libération des photons. Donc, cette partie entre le Big Bang et les 400 000 ans, on n'arrivera jamais à l'observer, sauf peut-être avec ce que vous prétendez, c'est avec les ondes gravitationnelles. Alors, il y a autre chose. Les ondes gravitationnelles, disons, la distance fait que, disons, l'intensité qu'on détecte chez nous, elle diminue comme le carré de la distance, hein, c'est géométrique. Et on a déjà de la peine de détecter des ondes gravitationnelles qui ont été émises par ces deux trous noirs. Non, je n'ai pas compris. La question, quelle est votre question? Parce qu'on, comme ça, on peut... En fait, il y a deux questions que je n'arrive pas à m'imaginer. C'est que l'univers, le Big Bang a eu lieu dans un espace infini qui est un espace mathématique qui encadre. Vous comprenez? Évidemment, moi, je ne comprends pas tellement bien comment ça marche. Non, mais j'aime bien. Donc, votre question est comme, disons, on n'a pas de possibilité de voir au-delà de cet rayonnement fossile qu'on perçoit qui a été émis 400 000 ans après le Big Bang, oui. Mais peut-être, disons, il y a quand même l'univers au-delà de là. Oui, il y a des galaxies comme notre, mais notre génération des astronomes ou des astronomes futurs n'aura jamais la chance d'observer ces galaxies-là. Oui, peut-être on a de la chance comme génération d'astronomes, on peut savoir quelque chose sur les autres galaxies parce qu'ils ne sont pas trop loin. Donc, on a quand même la génération de chanceux, oui, mais on n'aura jamais la chance d'avoir
au-delà des rayonnements fossiles. Oui, c'était la première question. Mais je veux quand même vous donner une réponse courte sur la première partie de votre question. Comment fait-on pour aller au-delà du rayon de ce fond diffus cosmologique, donc pour avoir des observations directes de ce qui s'est produit dans l'univers avant 400 000 ans? Oui, c'était la deuxième question, oui. C'est la deuxième peut-être. C'est peut-être la deuxième. Les deux questions, c'était on peut Oui, pas, mais est-ce qu'on peut voir plus loin et est-ce qu'on peut voir plus tôt, oui, que le 400 000 ans. Oui, c'était. D'une autre manière, on parle de galaxies qui disparaissent. Alors, je comprends bien. Mais maintenant, il n'y en a pas d'autres qui apparaissent. Non, justement parce qu'on est dans un univers en expansion accélérée. Donc toutes les galaxies s'éloignent l'une des autres. Pas seulement de nous, mais entre elles. Et donc cet espace entre les galaxies continue à grandir. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de galaxies d'une autre partie de l'univers. Oh, je vois votre question maintenant. Je vois votre question. D'accord. L'univers est en expansion. L'univers est en expansion. Donc imaginez par exemple, le problème avec le Big Bang, c'est que tout le monde s'imagine une explosion qui part d'un point. Mais donc imaginez que cette table est infinie. Okay? Et donc nous sommes là à observer et qu'il y a un autre observateur là. D'accord? Mais non, cet univers est en expansion. Tous ces observateurs s'éloignent les uns des autres. Et tout ce que les observateurs vont observer, c'est que toutes les galaxies s'éloignent d'eux, comme s'ils étaient au centre de cette expansion. Mais il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas que cette galaxie va rentrer dans notre univers, justement à cause de l'expansion accélérée de l'univers. Okay, on peut continuer à discuter de ça tout à l'heure, si vous le souhaitez. Il y a des questions là-bas, oui. Bonsoir. J'aurais une question sur la matière noire. Donc la matière noire, si j'ai bien compris, ne subit que l'attraction gravitationnelle. Si on regarde les nuages de gaz primordiaux, ils se sont effondrés gravitationnellement, c'est ce que votre simulation a montré, a donné des blobs et ainsi de suite. Et c'est les réactions nucléaires qui ont fait que ça ne s'est pas collapsé dans un trou noir, mais ça a explosé. Quel est le mécanisme que vous inventez ou que les cosmologistes inventaient pour que la matière noire ne se coagule pas? Parce qu'on sait que les premières galaxies sont formées environ 600 millions d'années, même peut-être avant, avec les dernières observations du James Webb. Donc comment est-ce qu'on fait que la matière noire reste un halo diffus autour d'une galaxie, puisqu'elle devrait s'effondrer sur elle-même? Oui, c'est une très bonne question, mais une très bonne réponse aussi. C'est-à-dire que pourquoi, donc il faut comprendre pourquoi les galaxies se forment, pourquoi les halos de baryons, comme on les appelle, les atomes forment des nuages de gaz, et pourquoi ces nuages de gaz forment des étoiles, etc. Tout ça est possible parce qu'il y a des interactions qui ne sont pas gravitationnelles. Okay? Donc c'est quand il y a du gaz, le fait même que nous pouvons observer les étoiles et le gaz, c'est parce qu'ils émettent de l'énergie. Voilà. Et quand il y a émission d'énergie, il y a perte d'énergie. Quand il y a perte d'énergie, il y a contraction vers des structures plus denses. La matière noire, les observations nous disent ça, n'a pas ce type de dissipation, comme on dit, d'énergie. Il n'y a pas de mécanisme de perte d'énergie, et c'est pour ça que ça reste dans des halos qui sont des dizaines de fois plus grandes que que les galaxies qui sont au centre de ces halos galactiques. Oui, encore une question. Bonjour, merci pour votre présentation. Merci. J'ai juste une question. Est-ce que l'expansion accélérée de l'univers veut dire que l'hypothèse du Big Crunch a été rejetée? Pardon, excusez-moi. Est-ce que l'expansion accélérée de l'univers veut dire que l'hypothèse du Big Crunch a été rejetée? Sur la base de ce qu'on croit aujourd'hui, ce n'est pas le Big Crunch qui nous attend, mais plutôt un Big Rip, comme on l'appelle. Donc les galaxies vont continuer à s'éloigner les unes des autres. Mais
je vous préviens, c'est possible que tout cela va changer une fois qu'on aura une meilleure compréhension de l'énergie noire. D'autres questions? Dans le cas que ça se collapse de nouveau, est-ce qu'on ne peut pas imaginer votre modèle pour transformer la dark energy qui redevienne ces particules primordiales que vous avez décrites, les neutrinos et compagnie? On n'a pas un modèle qui permettrait de prendre... Donc, le plus proche de votre idée, je pense que c'est ce qu'on appelle les univers cycliques. Donc, l'idée, c'est que ce que nous appelons Big Bang est la phase qui suit en Big Crunch dans notre univers. Donc, nous ne savons pas vraiment résoudre les équations pour passer du Big Crunch au Big Bang. Nous ne savons pas, il faudrait une théorie de gravité quantique, que nous n'avons pas en ce moment, mais il est possible que dans le futur, tout cela change. Je pense vraiment qu'on est sur le point spécifique du Big Bang, on est très loin de comprendre. Je pense que détecter ces ondes gravitationnelles serait absolument incroyable. Je vais, pour finir, peut-être, je vais vous raconter une autre petite anecdote. Il y a, c'était quoi, 5 ans ou 10 ans, on croyait avoir détecté ces ondes gravitationnelles. Il y a eu un press release et il y a eu une conférence de presse aux États-Unis où des scientifiques ont annoncé la détection de ces ondes gravitationnelles. Donc ça a été pour la cosmologie quelque chose d'incroyable. Les gens qui avaient proposé la théorie de l'inflation étaient étonnés, vous pouvez imaginer. Ils ne pensaient pas que dans leur vie, ils auraient vu ça. Par contre, des doutes ont vite commencé à se propager dans la communauté scientifique. Ils ont fait cette annonce avant de la procédure de peer review qui avait trahi Einstein aussi. Et finalement, ils ont commencé à travailler avec des autres astrophysiciens et théoriciens dans le secteur. Et ils se sont vite rendus compte que l'effet n'était pas là. Donc, le résultat n'était pas là. Donc, pour tout ça, je crois qu'il est encore trop tôt pour dire si on arrivera, quand on arrivera à obtenir cette preuve de cette théorie incroyable. Mais le fait déjà d'être là, de concevoir une théorie pour l'origine de l'univers et qu'il y a une possibilité de faire des tests, de construire des instruments pour valider ces idées, je trouve ça absolument fantastique. Bien, il y a une toute dernière question. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que dans votre approche en général, pas le vôtre, mais tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la recherche, que les méthodes mathématiques sont universelles et applicables universellement? Et deuxièmement, si on prend l'univers comme un système fermé, est-ce que les lois de la thermodynamique, qui est une approche purement empirique, est-ce que ces lois, notamment première et deuxième loi de thermodynamique, sont encore valables? Donc, pour la première question, les mathématiques sont-elles universelles? Oui, on utilise tous les mêmes mathématiques, et en particulier dans le cas de l'univers à grande échelle, on utilise, en gros, je dirais que la plupart de ce qu'on fait utilise des équations différentielles et du calcul tensoriel, dans le cas des espaces courbes, de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Pour ce qui concerne la conservation, l'applicabilité des lois de la thermodynamique, c'est un sujet très délicat parce que quand il y a des espaces courbes en expansion dynamique, il faut faire très attention avec tout, en particulier avec ce qu'on définit par énergie, ce qu'on définit par entropie, etc.
Donc on peut montrer, déjà ce que je vous ai montré, cette idée qu'il y a une forme d'énergie qui n'est pas diluée par l'expansion. Ça semble en contraste avec tout ce qu'on sait dans la thermodynamique. Mais en ce moment, on pense d'avoir des réponses pour tout ça. On peut comprendre comment la conservation de l'énergie doit être modifiée en présence d'espace-temps courbes dynamiques, comme dans le cas de la cosmologie. Si vous êtes intéressé, je peux vous donner d'autres informations sur ça. Peut-être on peut déjà conclure la partie disons, scientifique de notre rencontre. Et puis après, vous pouvez continuer de poser vos questions autour de cette table avec les livres. Oui, peut-être. Oui, donc on arrive au terme de cette soirée. Merci beaucoup à chacune et chacun d'être venus. Merci au Lastro d'avoir co-organisé cette conférence avec nous. Et merci Gianfranco pour cette heure passionnante que tu nous as fait vivre. Je vous rappelle donc que son ouvrage vient de paraître, Entre deux infinis. Il est en vente à la sortie juste là et Gianfranco se tiendra à disposition pour dédicacer. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci.